Ah, Okay, we are live now. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que nous disposons d'une interprétation anglais-français. Il vous suffit de cliquer sur l'option d'interprétation sur Zoom. Hello, everyone. Before we begin, I would like to remind you all that we have English-French interpretation. You only need to click the interpretation option on Zoom. Soyez les bienvenus à notre dernier webinaire de cette série dans le cadre du lancement de la version en langue française de la base de données mondiale de jurisprudence. Je suis Anderson Javier Dirosier de León et au nom de Columbia Global Freedom of Expression, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'ouvrir ce webinaire sur les protections et limitations de la liberté d'expression dans le système africain des droits de l'homme et des peuples qui nous organisons en collaboration avec Article 19 Sénégal et Afrique de l'Ouest. À cette occasion, j'ai l'honneur non seulement de présenter le panel, mais aussi de parler de notre recueil spécial sur la jurisprudence du système africain, que j'ai eu l'honneur de soutenir à l'époque où j'étais chercheur juridique à Columbia. En ce sens, et pour ne pas perturber l'ordre, je parlerai d'abord de notre initiative et en particulier du lancement de notre base de données en langue française. Et ensuite, je parlerai et partagerai en anglais certaines des principales conclusions de notre recueil spécial. Je vous rappelle que ce webinaire durera 1 heure, qu'il est ouvert au public et diffusé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat de Zoom ou de YouTube. Columbia Global Freedom of Expression est une initiative de l'Université de Columbia créée en 2014 par Lee C. Bollinger, alors président de l'université, afin de promouvoir les normes internationales les plus élevées en matière de protection judiciaire de la liberté d'expression et de la liberté de presse à l'échelle mondiale. Notre projet phare est la base de données mondiale sur la jurisprudence en matière de liberté d'expression qui héberge plus de 2200 analyses de cas en anglais, des décisions judiciaires de 130 pays, y compris toute la jurisprudence relative à la liberté d'expression de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. La version en français compte déjà plus de 100 cas, est entièrement consultable et contient des informations sur un large éventail de questions relatives à la liberté d'expression dans le monde. En plus, de nouveaux cas seront ajoutés chaque mois. Notre base de données est une ressource précieuse pour les professionnels du droit et toute personne désireuse de mieux connaître la jurisprudence des cours régionales des droits de l'homme, des tribunaux nationaux, des organes des Nations Unies et d'autres organes quasi-judiciaires dans différentes langues et sur des questions clés telles que le discours de haine, les élections, la coupure d'Internet, les SLAPP, la violence à l'encontre de journalistes, parmi beaucoup d'autres.
La base de données contient également des traductions de 6 documents de recueil spécial. Ces documents de recueil spécial systématisent la jurisprudence de la base de données mondiale sur la liberté d'expression, offrant une perspective globale de certaines des décisions juridiques les plus importantes adoptées par les tribunaux nationaux et internationaux sur des sujets pertinents concernant la liberté d'expression. Il est important de noter que la base de données en français et cette série de webinaires sont rendus possibles grâce au soutien du programme multidonor de l'UNESCO sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes et du Cyrillic Collaborative avec le financement du Center for Intellectual Property and Information Technology Law de l'Université de Strathmore, Nairobi, Kenya. Je tiens donc à les remercier chaleureusement pour le soutien. Je vais maintenant m'exprimer en anglais pour la deuxième partie de mon intervention. Pour ceux qui souhaitent continuer à écouter en français, allez à l'option interprétation et changez pour le canal français. Now, Maintenant, donc, pour la deuxième partie de ma présentation, je souhaiterais partager un aperçu de notre recueil spécial sur la jurisprudence du système africain. Tout d'abord, je souhaiterais parler de l'objectif que nous avons à travers ce recueil. Et tout d'abord, je veux m'assurer que tout le monde puisse accéder à la fenêtre de discussion. Oui, c'est bon. Donc, maintenant qu'on peut s'écrire des messages sur la fenêtre de discussion, vous pouvez poser les questions, je vous le rappelle, sur Zoom et sur YouTube également. Donc, le travail que nous effectuons chez Global Freedom of Expression s'occupe de l'identification des tendances mondiales sur toutes les jurisprudences que nous analysons sur une base quotidienne. Et donc, il s'agit non seulement d'avoir des analyses de cas, mais également de la manière dont nous rendons les informations accessibles à tous les publics qui accèdent à notre page web. En 2021, nous avons décidé que nous souhaitions établir cette série de recueils pour réunir des sujets spécifiques, comme nous le faisons pour les coupures Internet, par exemple, ou le discours de haine, et toutes les jurisprudences qui font face à ces questions et les affaires que nous avons identifiées. Et nous avons également étudié les décisions des tribunaux régionaux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans le rapport sur le système africain. Nous souhaitions identifier comment la jurisprudence de la Cour africaine et la Commission africaine des droits de l'homme se connectent, se relient aux autres organismes de droits de l'homme concernant l'accès à l'information en particulier. Donc, si vous regardez notre rapport, la première chose que vous voyez, c'est la présentation. Donc, on présente aux avocats, aux étudiants, les informations, la mission de la commission et le mandat de la commission. Et évidemment, ça aiderait les personnes à comprendre que la différence d'autres systèmes, le système africain a une commission qui ressemble à la commission du système interaméricain, et cela a un impact sur la manière dont la jurisprudence a évolué, mais c'est une différence pour le public en Europe qui est habitué à un système qui ne bénéficie pas d'une commission. Et il n'y a que la Cour qui prend des décisions et qui développe ces tendances. Donc, lorsque l'on comprend le mandat, eh bien, on passe à la perspective mondiale. Et dans cette section, on voit comment le système africain a contribué à les tendances les plus importantes dans la liberté d'expression. Et il y a des aspects clés à cela. Par exemple, nous avons vu comment le système de la Cour européenne et le système interaméricain, il y a eu beaucoup de jurisprudence sur la nature exceptionnelle de la diffamation criminelle et l'imposition excessive des pénalités. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vu
nous avons vu comment le système africain a fait face à cela. Donc, d'une certaine manière, dans le travail que nous avons effectué ici, on a souligné ces aspects où le système africain a contribué à ces tendances mondiales de liberté d'expression pour solidifier les normes internationales et leur donner une perspective mondiale dans ce sens. Mais il ne s'agit pas simplement de la comparaison de la manière dont le système africain a un dialogue judiciaire avec d'autres contreparties régionales internationales, comme par exemple le système des Nations Unies, le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Mais également dans cette analyse de cas, on systématise la jurisprudence des organes africains dans leurs droits. Donc, pour voir comment des tendances ont été développées par la Cour et la Commission et comment les affaires spécifiques vont au-delà de ce qui a été établi, de ce auquel les cours ont déjà fait face. Et je vais vous donner un exemple ici. Donc, par exemple, notre rapport parle de la manière dont la Commission africaine a traité le droit de recevoir des informations dans les procédures juridiques. Et c'était le cas de Kenneth contre le Botswana. Et la Commission africaine a développé l'interrelation entre le droit à recevoir de l'information et un journaliste avait été déporté sans recevoir l'information de la raison pour laquelle il était déporté et l'accès à l'information dans ces procédures. Donc ça, c'est une affaire pour laquelle nous n'avons pas d'équivalent dans un autre système international, mais ça se base et ça souligne la manière dont le système africain, et en particulier la Commission ici, est allé au-delà pour établir l'importance du droit à accéder à l'information dans ce cas. Ce que nous avons également identifié, c'est comment les tendances courantes de liberté d'expression, par exemple, nous avons parlé de la tolérance spécifique dont les autorités ont besoin lorsqu'il y a une critique qui est effectuée par des journalistes ou par la société civile. Et cela nous relie également à un problème de violence contre les journalistes. Il n'y a pas assez de décisions sur ces questions de la part de la Cour et de la Commission africaine, comme c'est le cas dans d'autres systèmes, mais il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas autant de décisions en général lorsque l'on compare au système européen ou le système interaméricain qui en a moins qu'en Europe, mais qui en a beaucoup plus qu'en Afrique. Une affaire en particulier et un problème qui est pertinent lorsque l'on parle des limitations, c'est que dans certaines affaires, disons, il n'y a pas la même position sur les acteurs non étatiques que nous avons vu dans la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Donc, on peut parler des processus, des obligations positives pour prévenir les violations. Cela n'a pas eu lieu au Zimbabwe, dans une affaire qui a eu lieu contre le Zimbabwe, où la Cour a déclaré qu'un parti politique a été considéré comme étant indépendant de l'État. Donc, la Commission n'a pas établi une violation de la liberté d'expression. Je crois que c'est une position claire où les États non étatiques ne peuvent pas être tenus pour responsables, ou l'État ne peut pas être tenu pour responsable pour les actes d'un acteur non étatique. Moi, je crois que peut-être du point de vue interaméricain ou européen, il y aurait eu la question de l'acte de l'État, comment l'État a répondu à cela, a réagi à cela. Et il y aurait eu un lien entre ces États non étatiques qui exercent déjà un rôle public. Ici, il s'agissait d'un parti politique, mais qui était séparé de l'État, et donc l'État de Zimbabwe
n'a pas été déclaré comme étant responsable d'avoir violé les droits de l'homme du requérant. Et donc, lorsque l'on analysait la jurisprudence, pour moi, ça c'était une des distinctions clés de cette approche par la Commission africaine, prise par la Commission africaine à l'égard des acteurs non étatiques en ce qui concerne la liberté d'expression. Mais si l'on regarde maintenant d'autres sujets, on se rend compte que ça ressemble à nos systèmes quand on parle de la liberté de presse. La Commission a été très claire en déclarant que l'État a un droit d'établir, d'accorder des licences pour les journaux en la matière. Cependant, ces exigences doivent être claires et elles ne doivent pas être discrétionnaires, et il faut éviter tout type de censure indirecte ou ne pas être trop dur à l'encontre de la personne qui demande cette licence et empêcher aux personnes de s'exprimer. Donc, si on étudie cela, c'est vraiment comme ce qui avait été fait par d'autres tribunaux. Et ici, on comprend clairement que ce dialogue judiciaire entre la Cour et la Commission africaine et, et tous les organes régionaux. Et ensuite, je dois dire qu'en termes de jurisprudence de la Cour, il n'y a pas beaucoup de décisions à l'égard de la liberté d'expression, mais je vais bientôt terminer. Je ne veux pas prendre trop de temps pour les questions. Mais l'un des problèmes clés pour la Cour africaine, c'est le déni du génocide, si l'on regarde Ngabi, Victoire ou contre le Rwanda. Donc là, c'était une affaire où la Cour a déclaré qu'il n'y avait pas une protection des personnes qui effectuent un déni du génocide, mais il faut qu'il y ait une application de ces règles pour comprendre qu'il ne suffit pas de condamner quelqu'un sur la base d'un contexte historique ou social. Et ça, c'est une affaire qui nous permet d'étudier le lien entre le discours de haine, dans ce cas, le déni du génocide, dans la jurisprudence de la Cour africaine. Il y avait le Reissa Konate contre le Burkina Faso, où du côté de la Cour, il y avait cette reconnaissance d'autorité publique qui devait tolérer des critiques plus sévères. Et disons que ça, c'est déjà une norme de longue date dans le droit international, mais la Cour a reconnu cela. Et il y a également des normes sur le droit à recevoir des informations il y avait une affaire très intéressante contre le Bénin, où la Cour a dit que donc, il y avait un amendement constitutionnel, un processus d'amendement constitutionnel, et la Cour a établi que parce que le peuple du Bénin n'avait pas été consulté dans ce processus, et ça avait une telle importance pour le peuple du Bénin, eh bien, ce processus a violé l'amendement de la Constitution, et donc le droit à recevoir de l'information, d'après l'article 9. Donc, encore une fois, c'est une contribution clé à l'accès à l'information, la jurisprudence du côté de la Cour, et cela peut être répliqué dans les référendums, les procédures d'amendement dans le monde entier. Donc maintenant, je vais m'arrêter là-dessus et j'ai l'honneur de passer la parole à Alfred Nkorobo-Lakali, qui est le directeur régional de Article 19 au Sénégal et en Afrique de l'Est. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse présenter mes collègues intervenants et modérer ce panel. Merci beaucoup, Alfred. À vous la parole. Merci Anderson. Bonjour mesdames et messieurs. De partout vous participez à ce panel qui nous présente la base de données de la jurisprudence en langue française concernant les systèmes africains
dans la protection et limitation de la liberté d'expression. Je suis très honoré de pouvoir modérer cette discussion. Et Anderson, merci de nous avoir introduit à cette base de données et à différents cas qui illustrent bien la position du système africain, que ce soit la Cour ou la Commission, concernant la liberté d'expression sur le continent à travers des cas clés. Vous nous avez fait naviguer sur différents cas au Bénin, au Rwanda, au Burkina Faso et ailleurs, avec aussi une forme d'approche et de rapprochement avec l'Europe ou l'Amérique sur des mêmes sujets. Pour poursuivre cette discussion, nous allons avoir autour avec nous Madame Sarah Pitaz et Dr Silasso. Madame Sarah Pitaz est liée à différents et des professions juridiques. Elle est associée au PALI, au Pan-African Lawyers Union, à l'Union panafricaine des juristes, si je peux traduire comme ceci en français. Elle a travaillé sur différentes situations en Afrique, notamment au Centre juridique des droits de l'homme à Arusha, en Tanzanie. Elle a aussi travaillé au barreau, elle a été admise au barreau d'Anvers en Belgique, où elle exerce depuis plus de 9 ans. Elle a son propre cabinet depuis 2016. Et donc, c'est une personne qui connaît très bien le système africain, en particulier avec l'Afrique de l'Est, qui va nous entretenir sur ces sujets-là. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que nous avons l'interprétation en français et en anglais. N'hésitez pas à écrire dans les chats si vous trouvez des difficultés à vous connecter et nous pourrions vous orienter. Merci aussi sur base de ce que Anderson a déjà présenté. Si vous avez des questions, de les mettre dans les chats car nous aurons l'opportunité d'y revenir. Et bien sûr, vous pourriez toujours lever la main à temps opportun pour poser une question ou faire un commentaire. Nous avons aussi avec nous Dr Silasso, qui est chercheur associé au niveau d'article 19, Bureau Afrique de l'Ouest. Il s'occupe de l'analyse légale, la recherche globalement ainsi que les plaidoyers. Mais Silasso est principalement enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. Il a aussi été directeur des études à l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'université Cheikh Anta Diop. Il a écrit beaucoup d'articles concernant les systèmes africains, de la manière que les systèmes africains abordent les droits de l'homme et la liberté d'expression. Et il est aussi associé à la rédaction des manuels sur les droits de l'homme. Vous pouvez découvrir beaucoup de ces publications en ligne. Et donc, merci beaucoup. Nous allons commencer par Silasso. Docteur Silasso, j'aimerais que vous puissiez nous entretenir un tout petit peu sur la manière que les mécanismes africains traitent la liberté d'expression et le droit d'accès à l'information à votre point de vue. Docteur Silasso, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, directeur. Bonjour à tout le monde. Globalement, je pense que Anderson a abordé un certain nombre d'aspects de manière introductive concernant le système africain de protection des droits de l'homme. Il faut dire que ce système-là, globalement, à l'égard des autres systèmes, comme il l'a dit, le système interaméricain, le système européen ou le mécanisme onusien, l'ensemble de ces systèmes-là sont des systèmes évolutifs. Et le système africain de protection des droits de l'homme ne déroge pas à cette règle. C'est en ce sens qu'au-delà de la charte africaine, le système africain a eu plus d'autres protocoles ou d'autres chartes tendant soit à renforcer les droits qui sont garantis, soit à renforcer le mécanisme.
Et on peut citer à ce titre le protocole de Maputo sur le droit des femmes, qui est un protocole additionnel à la Charte africaine et qui aborde de manière incidente ces questions de liberté d'expression et droit d'accès à l'information. On a aussi le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des personnes âgées, donc qui vient récemment d'entrer en vigueur. Et enfin, on a le protocole de Ouaga qui vise à renforcer le mécanisme juridictionnel avec l'instauration de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, globalement, on peut retenir que comme le système africain instaure une protection juridictionnelle concurrentielle. Concurrentielle dans la mesure où le système juridictionnel africain met en place, contrebalance deux mécanismes. D'abord, un mécanisme quasi-juridictionnel avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et un mécanisme typiquement juridictionnel avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais de toute façon, la particularité, comme il est question de particularité du système africain, c'est que plus ou moins, cette protection concurrentielle est hiérarchisée dans la mesure où la Commission a la mission principale de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, et la Cour africaine, comme il est dit dans le préambule du protocole de Ouaga, vise à compléter la mission de protection de la Commission africaine. Donc, globalement, s'agissant de la Commission africaine, dans le cadre de son travail, au-delà même de son mandat de protection, et je pense qu'il est important de parler de cet aspect-là, a mis en place ce qu'on appelle des groupes de travail et des rapporteurs spéciaux. Et dans le cadre de ces groupes de travail ou de ces rapporteurs spéciaux, depuis 2004, il a mis en place un rapporteur spécial sur la liberté d'expression et le droit d'accès à l'information en Afrique. Et conformément à son mandat au titre de l'article 45B, ces rapporteurs élaborent, réfléchissent sur des problématiques. Et évidemment, la Commission africaine, plus ou moins le rapporteur sur les libertés d'expression et le droit d'accès à l'information, est revenu de manière substantielle sur un certain nombre d'instruments de soft law qui a été adopté. Je veux citer la loi type, je veux citer la déclaration de principes sur les libertés d'expression et sur lesquels l'article 19 a substantiellement travaillé. Et je veux citer en fait le droit d'accès à l'information et les élections en Afrique, qui sont d'autant d'instruments de soft law qui sont développés et qui visent à aiguillonner le comportement des États dans leur législation ou dans la pratique de tous les jours. Évidemment, quand on parle du mécanisme juridictionnel en soi, la protection qui est offerte aux droits garantis, que ce soit la liberté d'accès à l'information ou le droit d'accès à l'information ou la liberté d'expression, est une protection qui, à mon avis, est une protection un peu plus élevée même que dans les autres mécanismes qui peuvent exister, que ce soit le mécanisme européen ou le mécanisme interaméricain. Et j'en dirai un mot. D'abord, je veux rappeler tout simplement que dans sa jurisprudence, et c'est l'ex jurisprudentielle-là, la Cour en a hérité parce que la Commission a une existence de plus de, je dirais, une quinzaine ou une vingtaine d'années avant l'existence même de la Cour. Et donc, la Cour s'est appesantie sur le lex jurisprudentiel ou quasi jurisprudentiel de la Commission. Et dans ce cadre-là, plus ou moins, on peut citer cette décision où la Commission africaine a rendu un obiter dictum. Je veux citer la décision article 19, la communication article 19 contre Érythrée, où la Cour dit clairement que la liberté d'expression constitue un des principes d'une société démocratique et constitue un outil précieux pour contrer les excès des gouvernements. Évidemment, quand on parle de liberté d'expression et de droit d'accès à l'information, on sait globalement que ce sont des droits qui sont dans une très large mesure susceptibles à des limitations. Et ces limitations, plus ou moins, sont déjà prévues même par la charte. Je veux parler de l'article 25 alinéa 2, mais la Commission africaine et la Cour est revenue sur beaucoup de jurisprudence pour préciser ces modifications et ces limitations. Par exemple, dans sa décision Interlight for Human Rights et Association mauritanienne des droits de l'homme, la Cour est revenue sur le principe de proportionnalité et sur le principe et sur le caractère absolument nécessaire de ces limitations. Dans sa décision Gareth Aven-Prince contre Afrique du Sud, la Cour est revenue sur les raisons des restrictions éventuelles qui doivent être fondées sur qui doivent être principalement fondées sur un intérêt légitime, et les conséquences néfastes de la restriction doivent être proportionnelles et absolument nécessaires. Et donc la Cour a bâti tout un système sur une reconnaissance de ces droits-là, mais aussi sur les contours que devraient adapter ces limitations-là. Je le disais tantôt que la Cour africaine ou bien le mécanisme africain de protection des droits de l'homme présente plus ou moins un niveau plus élevé de protection des droits qui sont garantis par rapport aux autres systèmes. Pour la bonne et simple raison que les autres systèmes
globalement, admettent des mesures de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles. Je veux citer l'article 15 de la Cour européenne des droits de l'homme. Je veux citer un certain nombre d'articles qui existent au niveau des pactes des droits des Nations Unies pour les droits civils et politiques ou du mécanisme américain qui permettent à l'État, lorsqu'il traverse certaines circonstances, que ce soit des états d'urgence ou l'état de siège, de pouvoir plus ou moins déroger à ces droits. Et la particularité du système africain, c'est que le système africain n'admet pas ces dérogations et considère qu'en toutes circonstances, lorsque l'État est debout, il doit être en mesure de garantir ces droits-là. À tort ou à raison, mais je pense que plus ou moins, c'est un plus que le système africain a, que les autres systèmes n'ont pas et qui vise à garantir le droit d'accès à l'information et le droit des libertés d'expression. Donc voilà quasiment, dans un premier temps de mon intervention, qui consiste à montrer comment dans la jurisprudence, de la Cour et de la Commission, la Cour est parvenue à distiller, à encadrer, non seulement à distiller ces droits-là, mais aussi à encadrer ces limitations. Évidemment, nous, dans le cadre de notre plaidoyer, systématiquement, article 19, où les ONG renvoient systématiquement dans le cadre de nos plaidoyers pour renforcer, pour revenir systématiquement de manière pédagogique dans notre plaidoyer sur ces obituaires dictum de la Cour que l'on peut trouver plus ou moins dans le site que vient ou dans d'autres sites qui existent, plus ou moins dans nos communications. Merci. Sur les Merci, docteur Sylla, de nous présenter cette protection quasi maximale de la liberté d'expression et l'accès à l'information par les systèmes africains comparé à d'autres systèmes sur les autres continents, et aussi de nous montrer cette protection concurrentielle mais hiérarchisée de ces droits fondamentaux. Maintenant, de votre point de vue, même s'il y a cette forme de protection maximale, et je me permets ce mot maximal au regard de ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a des défis et des limites que vous relevez néanmoins dans ce système? Mais merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense que plus ou moins, malgré cette protection maximale-là, le système africain de protection des droits de l'homme présente beaucoup de défis, extrêmement beaucoup de défis. J'ai fait un papier dans le cadre d'un colloque où je devais présenter les incohérences du système africain de protection des droits de l'homme. Et ces incohérences-là sont à deux niveaux. D'abord, les incohérences qui sont intrinsèques même, ou bien les limites et les défis qui sont intrinsèques au mécanisme en soi, et les externalités qui peuvent impacter sur le fonctionnement de la Cour. Et parmi plus ou moins ces défis et ces limites-là, la principale, c'est le fait qu'entre la Commission et la Cour, les règles de recevabilité ne sont pas identiques. Les règles de recevabilité ne sont pas identiques. On aura le temps d'y développer pour ne pas épuiser mes 12 minutes, lorsque plus ou moins dans un deuxième tour, il y aura la question. Ils ne sont pas identiques. Pourquoi? Et j'y reviendrai. Dans un deuxième temps, prenez par exemple la Cour. L'article 36 de paragraphe 2 de la Cour impose la déclaration d'acceptation de compétences pour les États et les individus, ce qui limite systématiquement notre action, nous, des ONG, de pouvoir saisir la Cour sur des questions de liberté d'expression ou de droit d'accès à l'information. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple le Sénégal n'a pas fait de déclaration d'acceptation de compétences pour les individus et les ONG. Donc aujourd'hui, un ressortissant sénégalais, une ONG, par exemple, nous, article 19, nous ne pouvons pas saisir la Cour parce que tout simplement, le Sénégal n'a pas fait sa déclaration. Donc, en cas de violation manifeste de droit d'accès à l'information, le Sénégal n'a pas un droit d'accès à l'information par ailleurs, ou de liberté d'expression, on ne peut pas saisir la Cour, on ne peut que se rabattre derrière la Commission et la tare congénitale de la Commission, tout le monde l'a sait, c'est la raison pour laquelle la Cour a été mise en place, c'est que la Commission rend des communications et que ces communications ont l'autorité de la chose décidée. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais très rapidement, si vous le permettez, monsieur le modérateur, aborder... Oui, vous pouvez y aller si là, encore une minute, pour ce sujet-là, avant d'aller à une dernière question. Les défis externes qui peuvent impacter de manière considérable le mécanisme, c'est plus ou moins, on a discuté l'autre, l'absence d'agencement de l'intervention de ces différents cours. Aujourd'hui, on a constaté en Afrique de l'Ouest, conformément au plan de Lagos, par exemple, la dissémination d'organes communautaires. Et ces organes communautaires ont mis en place des juridictions communautaires, que ce soit la SADC, que ce soit l'Est africaine, que ce soit la CEDEAO, et ces organes juridictionnels, la communauté,
ont tendance ou bien ont une propension à étendre leurs compétences en matière de protection des droits de l'homme. Je prendrai l'exemple de la CEDEAO qui a de manière très claire étendu ses compétences en matière de protection des droits de l'homme sans pour autant avoir un traité de base qui organise les droits qui sont garantis. Donc, ce qui veut dire que la CEDEAO aujourd'hui interprète les dispositions de la Charte africaine, notamment les dispositions de l'article 9, sans que la Charte lui confère la compétence de l'interpréter. Et ce qui peut, dans une certaine mesure, entraîner une divergence d'interprétation entre la Charte, entre la Commission, la Cour et la CEDEAO. Aujourd'hui, comme on l'a dit l'autre fois, la CEDEAO a interprété, a rendu 2 décisions sur la liberté d'Internet. Et aujourd'hui, au niveau suprême, cette interprétation-là peut ne pas prévaloir parce que tout simplement, la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas gardienne de l'interprétation de la Charte africaine des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je pense que ces externalités-là, plus ou moins, ce n'est pas fondamentalement une chose néfaste. Et je pense que le professeur le disait tout simplement dans un article où il disait que tout simplement le système devait être cohérent du haut en bas. Et ces incohérences-là impactent fondamentalement la jouissance des droits garantis. Juste, je termine sur ce point si vous le permettez, c'est juste les règles de recevabilité. Prenez par exemple les règles de recevabilité. Aujourd'hui, il est plus facile pour un citoyen de la CEDEAO de saisir la Cour de justice de la CEDEAO que de saisir la Cour d'Arusha. Tout simplement parce que les règles de recevabilité sont plus simples. Aujourd'hui, la Cour de la CEDEAO... Merci, docteur Sylla. Parce que tout simplement, et je termine sur ce point, parce que tout simplement, la Cour de la CEDEAO n'exige pas l'épuisement des voies de recours internes et que c'est une exigence au niveau de la Commission et de la Cour qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, plus ou moins, ces externalités-là impactent considérablement la garantie des droits qui sont consacrés par la Charte et ses protocoles additionnels. Je vous remercie. Merci, docteur Sylla, d'avoir renforcé cette forme de concurrence entre les différents organes au niveau africain, les régionales, les sous-communautaires avec les continentales, mais aussi d'avoir souligné la problématique des règles de recevabilité qui n'est pas identique et qui crée une certaine incohérence, ainsi que les facteurs intrinsèques et externes qui plus ou moins agissent sur ces systèmes et soulignent l'existence des défis et des limites, malgré par principe une protection maximale. Je sais qu'on dépasse le temps, mais j'aimerais qu'en 1 minute quand même plus ou moins, vous puissiez nous parler en quoi la jurisprudence du système africain aide le travail des ONG en s'appuyant, bien sûr, sur l'organisation où toi-même tu es article 19 et comment d'ailleurs les ONG s'engagent avec ces mécanismes, mais tout simplement pendant 1 minute, on y reviendra dans les commentaires et les discussions. Mais merci beaucoup, très rapidement en 2 temps, et je pense que j'en ai abordé 2 points. D'abord sur le volet promotionnel. Article 19 est une organisation où bien les ONG globalement disposent du statut d'observateur. Et en disposant du statut d'observateur, travaillent avec tout simplement les rapporteurs spéciaux dans la production de documents de soft law. J'ai souligné tout à l'heure la déclaration de principe sur la liberté d'expression et sur le droit d'accès à l'info, la loi type sur le droit d'accès à l'information en Afrique, qui sont des documents aujourd'hui qui servent à aiguiller le comportement des États et que l'article 19 a contribué à l'élaboration de ces documents-là. Dans le volet contentieux, évidemment, aujourd'hui, vous verrez dans beaucoup de jurisprudences où ce sont les ONG eux-mêmes devant la commission surtout qui portent le combat pour les plaignants. Je veux citer Media Right Agenda, je veux citer Africtivist, je veux citer article 19 dans la décision que j'ai citée et qui porte systématiquement des communications. Et aujourd'hui, avec le développement du règlement intérieur qui a été modifié en 2018, on a la possibilité de travailler avec la commission en déposant des amicus curiae qui permettent de développer le contentieux. Je vais m'en arrêter là pour aborder par rapport à temps. Ils expliquent d'autres mécanismes de collaboration, notamment les alertes rapides et les dénonciations. Merci, docteur Sylla. Je rappelle à tous nos participantes et participants que les questions peuvent être déposées dans les chats et nous les aborderons en même temps après l'intervention de Madame Sarah Pita. Madame Sarah, bonjour. Oui. Bonjour, merci. Bonjour Sarah, je voudrais vous passer la parole pour poursuivre sur la même lancée que Dr Sylla et de votre point de vue,
nous parler un peu de la protection de la liberté d'expression dans les systèmes africains. Bien sûr que par moment, vous aurez l'opportunité de faire le parallélisme avec comment cela se passe au niveau de la Cour et de la Commission continentale, mais également au niveau de la Cour en Afrique de l'Est. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais dire que je suis très heureuse à l'idée qu'il y ait cette base de données et on va pouvoir l'utiliser dans nos affaires en cours. Merci pour les observations de mes collègues de l'article 19 et le lien qui a été fait entre l'accès et la recevabilité. Donc, tout d'abord, je vais parler de ces mécanismes africains, ce qui a été fait par rapport à la sauvegarde de la liberté d'expression et l'accès à l'information. Je vais me concentrer principalement sur la Cour africaine, la Cour de l'Afrique de l'Est de justice. Ce sont les deux cours avec lesquelles l'UPA travaille le plus. Et deuxièmement, les difficultés auxquelles font face ces cours pour exécuter leur mandat et comment nous, en tant qu'avocats, nous pouvons retirer ces barrières ou essayer d'aider pour surmonter ces obstacles. Tout d'abord, par rapport à la Cour africaine, ça a commencé donc en 2006. On a reçu cette première demande en 2008, donc c'est une cour assez récente. Et son mandat est d'appliquer la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples, mais également d'appliquer d'autres instruments des droits de l'homme. Donc, instruments des droits de l'homme, on parle de liberté d'expression, accès à l'information. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle et également les lois non contraignantes. Je vais faire référence aux résultats du recueil spécial de la Cour africaine. Je voulais ajouter qu'actuellement, il y a une affaire en cours concernant les élections présidentielles de 2020 en Tanzanie et l'une des violations qui ont été effectuées ont lieu dans cette affaire concernant la coupure d'Internet et les restrictions Internet pendant les périodes d'élection. Et donc, cela sera très intéressant et utile si vous pouvez partager les informations à ce propos. Et une autre initiative de la Cour africaine sur la liberté d'expression, c'est qu'il y a des cours en ligne ouverts. Il y en a un en cours sur l'intelligence artificielle, la liberté d'expression et les élections. Donc, je vous encourage à suivre ces formations rapidement sur la Cour africaine de justice de l'Afrique de l'Est. Et donc, son mandat est d'interpréter et d'appliquer le traité de la CAE. Donc, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est n'est pas une cour des droits de l'homme, mais cependant, dans le cadre du traité de la CAE, il y a une citation de la Charte africaine des droits de l'homme pour la protection, la promotion des droits de l'homme et des peuples au sein de la communauté. Et les 90% des cas présentés à la Cour se basent sur ce type de violation, donc les violations des droits de l'homme. Il y a eu des discussions sur l'élargissement de la juridiction de l'EACJ aux droits de l'homme et le succès de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, eh bien, il y en a beaucoup. Je vais en choisir deux. Par exemple, il y avait le cas de l'Union des journalistes au Burundi contre la République du Burundi, un cas de 2013, et les amendements de 2013 sur la loi de la presse. Il y a eu une violation du traité et en 2015, il y a eu une décision par le ACJ qui a été prise. Ensuite, il y a un... et donc, cette affaire
concernait une affaire médiatique. Il s'agissait d'interdire la dissémination d'informations et la publication a été interdite pendant 3 ans. L'EACJ a décidé qu'il s'agissait d'une violation de la liberté d'expression et donc du traité. Et cette interdiction a été soulevée en 2022. Ça a pris du temps, mais cette interdiction a bien été. Je pense qu'on a besoin de plus de temps, mais il y a d'autres initiatives qui ont été prises par la Cour de l'Afrique de l'Est pour montrer justement cette sauvegarde de la liberté d'expression. En 2022, l'EACJ a signé un amendement avec l'UNESCO pour développer des programmes en matière de liberté d'expression et d'accès à l'information. Et en octobre 2022, en mars 2024, il y a eu des formations médiatiques régionales où des procédures de l'EACJ ont été établies. On les a expliquées avec différents acteurs de jurisprudence qui incluaient le rôle des médias dans la mise en œuvre des décisions pour créer une synergie d'acteurs. Ma deuxième partie, et donc ça c'est la partie principale, concerne les difficultés. Donc ils ont leur mandat, mais les difficultés d'y accéder, comme l'ont déjà dit mes collègues, il y a une difficulté de mise en œuvre des décisions. Tout d'abord concernant l'accès, surtout pour la Cour africaine. Comme mes collègues l'ont déjà dit, les individus et les ONG peuvent uniquement accéder à la Cour africaine pour un cas de contentieux. Ils ne peuvent présenter des affaires que devant les États de l'Union européenne ayant signé la déclaration pour permettre aux sociétés civiles et aux individus d'accéder à la Cour. Donc, il n'y a que 8 États membres des États-Unis qui font partie de ce protocole. Et cela rend très difficile d'accéder à ces cours. Il en va de même pour les déclarations. Le Rwanda, la déclaration en 2017, Tanzanie en 2019, Bénin en 2020. Donc, ce n'est pas une bonne tendance, on va dire. Deuxièmement, concernant l'avis consultatif, actuellement, il a été mentionné que les membres de l'Union européenne peuvent présenter des cas et toutes les organisations africaines reconnues par l'Union européenne. Donc, seul l'UPA a reçu cette reconnaissance. Donc ça, c'est également une limitation de la Cour africaine. Et dans le même temps, il y a une limite de temps qui est très stricte. Donc s'il y a une violation, il faut s'assurer de présenter l'affaire devant la Cour dans les 2 mois. C'est une période très, très courte. Il faut trouver. Donc, si cette violation est une violation à la sécurité, ensuite, il faut trouver un avocat, il faut trouver les financements pour cet avocat et ça ne fait pas beaucoup de temps pour pouvoir présenter votre cas devant la Cour. Il y a également la difficulté de la langue. La Cour africaine utilise l'anglais, le français, le portugais et l'arabe, mais la Cour de justice de l'Afrique de l'Est est uniquement en anglais. Donc, il faut tout traduire les documents que vous soumettez. Et ça prend du temps, mais c'est également très, très cher. Une autre limitation des 2 cours, c'est donc la Cour africaine et la Cour africaine de l'Est n'ont pas de juge permanent, ce qui entraîne des retards également considérables. Il y a 340 cas qui sont présentés environ. Il y en a 600, mais seuls 200 font l'objet d'une décision environ. Donc ça, c'est très limité pour les 2 systèmes. Et ça, enfin, ça c'est l'aspect le plus important. Mon collègue de l'article 19 en a déjà parlé, c'est la mise en œuvre. Ces mécanismes n'ont pas de machinerie de mise en œuvre, d'exécution qui soient alignées, qui soient présentes dans le pays où la décision doit être exécutée. Ce qui signifie que
je crois que la Cour africaine nous a partagé une information en 2022 qu'il y avait un taux d'exécution de 7% uniquement. Donc ça, c'est une préoccupation considérable, même si les cas sont traités à travers le mécanisme, s'ils ne sont pas appliqués, c'est très décourageant pour les requérants. Voilà, c'était la dernière partie de ma présentation. Et donc, que faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que l'Union des avocats doit faire? Moi, je pense. Merci. Les problèmes de connexion. Merci, Madame Sarah, pour cette brillante présentation. Je note que vous nous posez une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous permettez, je souhaite que cette question revienne à toutes les hommes et les femmes, toutes les personnes qui nous suivent sur ces panels, ensemble avec d'autres questions. Vous avez évidemment souligné les problèmes d'accessibilité, vous avez souligné les problèmes de langue, vous avez souligné les problèmes de délai pour certaines de ces cours qui sont extrêmement limités et surtout ces problèmes d'accessibilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons ouvrir cette discussion aux participants et nous sommes très heureux de recevoir les commentaires ainsi que les questions. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous avez un commentaire, si vous avez une question, veuillez soit écrire cela dans le chat et nous allons vous donner la parole, soit lever la main, nous allons les lire plus tôt, soit lever la main et nous allons vous donner la parole. Les questions peuvent concerner Sarah ou Dr Silla ou Anderson et les commentaires peuvent déjà porter sur la question soulevée par Sarah et d'autres que vous avez. Alfred, seulement pour souligner que je pense qu'il ne peut pas parler, en fait, mais seulement participer dans le chat. Merci, Anderson. Si vous avez un commentaire, une question, veuillez l'écrire dans le chat. Dans le chat, pour le moment, il n'y a pas de questions et de commentaires. Alors, je voudrais revenir sur cette question de Sarah à l'intention de tous les intervenants de ces panels. Au regard de tous les défis, limitations, difficultés qui ont été soulignés, Anderson, Silla et vous-même, Sarah, où est-ce que vous trouvez les voies de sortie? Si vous voulez, Yes. je peux prendre cette question. Donc, tout d'abord, je voudrais dire qu'il faut commencer à penser à la manière de renforcer ces organismes, renforcer la Cour et la Commission, parce que la manière dont nous agissons, et ça, je pense au travail de Columbia notamment, on analyse comment la jurisprudence peut avancer, comment on peut avoir des décisions progressives, mais ces décisions doivent être mises en œuvre et ces décisions doivent produire un impact dans les pays en particulier, peu importe le nombre de décisions, si personne ne fait attention à cela. Et je sais que vous êtes sans doute plus familier avec cela que moi. Donc, il faut soumettre aux juridictions de la Cour et il faut que ces juridictions s'assurent que les organes politiques fassent attention à ces décisions. Je pense que c'est sur cela que nous devrions nous concentrer. Merci. S'il a un complément. Voilà, moi, je pense que plus ou moins, comme il l'a dit, d'autant plus qu'aujourd'hui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente qu'à l'égard de quelques États. On a assisté à un reculade en cascade des États avec le retrait de la déclaration d'acceptation de compétences de ces 4 États-là qui font qu'aujourd'hui, la Cour n'est compétente qu'à l'égard de 10 États. Donc, on a une Cour permanente, ce qui pose un problème. La Commission, comme je l'ai dit,
elle est effervescente dans le domaine de la promotion, mais dans le domaine de la protection, elle est limitée. Donc, je pense que plus ou moins aujourd'hui, jusqu'à plus ample informé, l'Union africaine avait recruté un consultant en essayant de voir comment plus ou moins procéder à la réforme de tout ce système-là et pour une plus grande cohérence. Et je pense que notre rôle, nous, en tant que société civile, c'est de continuer à booster. Et je pense qu'à booster, et je continue à faire le plaidoyer pour que plus ou moins le système soit plus cohérent. Et à mon avis, à court ou à long terme, il faudrait fondamentalement envisager une imbrication entre le sous-régional et le régional, à telle enseigne que plus ou moins cette protection soit standardisée. Aujourd'hui, en fonction des zones, les individus et les ONG ont plus de capacité d'action qu'en fonction d'autres zones. Aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, les ONG ont beaucoup de capacités d'intervention avec la CEDEAO et un peu de capacité d'intervention au niveau de la Cour africaine. Merci, docteur. C'est le constat que Sarah fait. Et puis, je pense que plus ou moins, le plaidoyer est un bon élément qui permettra de corriger ces lacunes différentes du système. Merci. Merci, docteur Silla. Sarah, vous aviez probablement quelque chose sur la question. Vous pouvez brièvement les placer et nous allons passer à 2 questions qui sont dans les chats avant de conclure ce panel. Merci beaucoup. Désolée, je n'avais pas vu vos commentaires sur le temps, qu'il fallait faire attention au temps. Excusez-moi, il y a un problème de connexion. Je voudrais savoir si vous avez l'une ou l'autre recommandation pour faire face à ces défis. Sarah, est-ce que vous pouvez couper votre caméra, peut-être? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes. Oui. Merci. Donc, il y a une feuille de route sur ce que nous pouvons faire. Nous avons tous un rôle important à jouer et je voulais faire référence au cas, l'affaire Konaté qui a été réussie parce que ça a été pris en charge par la Cour du Lesotho, la Cour du Malawi. Et l'une des réussites, c'était que le rapporteur spécial a vraiment pris à cœur cette affaire sur la décriminalisation de la diffamation. Et à chaque réunion, ça a été mentionné et ça a été, on a fait attention à ce qui a été mentionné. Donc, il faut continuer à apporter les litiges, renforcer les capacités, trouver l'expertise et se baser sur cette expertise. Je pense que c'est l'un des aspects principaux de mon organisation, c'est vraiment s'entourer d'experts, savoir ce en quoi on est expert et vraiment s'entourer de tous les acteurs pertinents pour diriger le mouvement et créer la synergie afin que les pays ne puissent que écouter et que remarquer et mettre en œuvre c'est ce que nous leur avons demandé de faire. Donc, continuer à renforcer les capacités, trouver les rapports également, afin que la situation du terrain ait été rapportée. Merci beaucoup. Merci, Madame Sarah. Nous sommes pris par le temps, nous arrivons à la fin, mais j'aimerais quand même noter que dans les chats, il y a des félicitations des participantes et des participants envers les panélistes pour la clarté et la richesse de leurs interventions. Nous vous remercions d'avoir complimenté nos invités. Et nous avons 2 questions qui sont complémentaires et qui, de mon point de vue, ont été répondues. Il y a M. Cheikh et M. Diouf qui ont demandé qu'est-ce qui doit être fait pour que les ONG puissent accéder à ces cours. Il y a une autre qui concerne cette jurisprudence, comment y accéder pour les ONG. Je pense que cela a été largement répondu dans les 3 interventions qui viennent d'avoir lieu, puisque les questions sont arrivées pendant que les panélistes étaient exactement en train de développer ces questions. Enfin, il y a une question qui veut savoir comment les ONG de défense des droits humains peuvent bénéficier du renforcement des capacités.
pour mieux comprendre ces cours et ces juridictions et être renforcés en plaidoyer. Ça, Anderson, je vais vous donner la parole et ça va nous amener vers la conclusion de ce panel. Merci, merci Alfred, merci beaucoup pour cette excellente modération et merci également à Sarah Peters, Silasso pour leur précieuse intervention, ainsi qu'aux participants pour leurs questions, les félicitations et bien sûr pour leur présence aujourd'hui. N'oubliez pas que la vidéo en streaming sera publiée sur la chaîne YouTube de Columbia Global Freedom of Expression. Vous pouvez trouver là aussi les vidéos de deux autres webinaires qu'on a eu dans cette série. Nous sommes également présents dans de différents réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter. Et je vous invite à nous faire part de vos contributions à la base de données ou de tout autre commentaire que vous souhaiterez faire sur notre site web. Comme ça, on finit. Merci encore une fois et à la prochaine. Merci beaucoup, Anderson. Merci aux différents panélistes. Et à la prochaine, comme vous dites, ainsi nos invités. Avec votre permission, nous voudrons vous libérer. Merci. Thank you. Bye bye.